L'avortement doit être plus accessible en Europe. Bon, il est déjà accessible partout. L'Europe est en guerre contre l'islamisme. Oui, L'Union européenne aide le Hamas. malheureusement. Il faut interdire le mariage homosexuel. C'était en tout cas une erreur de l'instaurer. Nicolas Bay, je suis député européen depuis 2014, vice-président de Reconquête, le parti qui a été créé par Éric Zemmour il y a 2 ans. J'ai été antérieurement parmi les dirigeants du Rassemblement national et je suis aujourd'hui l'un des colistiers de Marion Maréchal pour ces élections européennes et nous défendons une vision civilisationnelle de l'Europe. La civilisation européenne est supérieure aux autres. Elle a rayonné à travers le monde plus que d'autres. L'Europe doit s'excuser pour la colonisation. Non. On peut réduire l'immigration sans sortir de l'Union européenne. Oui. Mon parti délaisse la question écologique. Non. Le wokisme détruit l'Europe. Oui. Les États-Unis sont les alliés naturels de l'Europe. Oui. Il faut mettre en place la rémigration. C'est aujourd'hui une nécessité, oui. Le racisme anti-blanc est une réalité. Oui, malheureusement. Les immigrés subissent du racisme en Europe. Non, je ne le crois pas, ou ça peut exister marginalement, mais les nations européennes sont les moins racistes du monde. La Hongrie de Viktor Orban est un modèle à appliquer pour la France. En partie. La guerre à Gaza est un génocide. Le premier génocide, c'est quand même l'abomination de l'attaque du Hamas contre Israël. L'écologie est une valeur de droite. Oui, c'est une vraie valeur de droite qui a été dévoyée par la gauche. Le déclin actuel de l'Occident est comparable à la chute de l'Empire romain. À certains égards, oui. La Russie devrait être un allié plutôt qu'un ennemi. Oui, idéalement, mais elle se comporte comme un ennemi aujourd'hui. Médine est proche des frères musulmans. Oui, Ursula von der Leyen tire l'Europe vers le bas. oui, incontestablement. L'union des droites se fera derrière Jordan Bardella. Non, je ne le crois pas. Il peut y participer en revanche. La guerre de civilisation est une réalité. On nous fait la guerre, donc on est bien obligé d'accepter de la mener et de la gagner. Mon parti est gaulliste. Oui, gaulien en tout cas. L'Union européenne a répondu correctement aux attentes des agriculteurs. Non, elle répond rarement correctement aux attentes des citoyens de manière générale. Donc je vais vous inviter à prendre votre première fléchette et à la tirer. Ok, donc là c'est l'Italie. Giorgia Meloni est néofasciste. Non, son parti a une origine de cet ordre-là, mais sa politique est conseillée même par M. Draghi, donc elle a une politique qui est beaucoup plus pro-européenne et plus modérée. Monsieur Leroy, c'est pas le seul à argumenter dans ce sens-là. Dernièrement, elle a même rencontré Joe Biden et celui-ci l'a qualifié d'ami. Vous avez été en faveur de rejoindre le groupe de Giorgia Meloni. Est-ce que c'est parce que vous soutenez sa politique? En fait, j'ai rejoint le groupe des conservateurs et réformistes européens qui est présidé par un député italien, en effet, proche de Giorgia Meloni, qui s'appelle Nicola Procaccini, parce que ce groupe ECR, il correspond exactement à l'ADN de Reconquête. Réformiste européen, on veut tout changer du sol au plafond, le fonctionnement et les orientations politiques de l'Union européenne, mais nous sommes résolument européens. Il est pour une Europe civilisationnelle, pour défendre notre identité face à l'immigration de masse, face à l'islamisme. Il est favorable aux libertés économiques. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur en Europe. Des normes, des taxes, un empilement de contraintes qui paralysent notre activité économique. Nous sommes résolument du côté des libertés économiques. Et enfin, nous sommes conservateurs au sens où nous considérons qu'il y a un certain nombre de valeurs qui ont fait la grandeur de l'Europe, la grandeur de notre civilisation, qui méritent d'être conservées. Giorgia Meloni, elle défend cette ligne politique-là. Elle s'est retrouvée à la tête de l'Italie dans une situation extrêmement difficile, ce qui l'oblige à composer. Quand on est chef de gouvernement d'un pays comme l'Italie, qui est un pays fondateur de l'Union européenne, un grand pays européen, on est évidemment amené à avoir des relations avec le monde entier. Et donc c'est normal de rencontrer Joe Biden et de souligner les convergences de vues qu'il peut y avoir ou des convergences d'intérêts, même s'il y a des divergences politiques, des convergences d'intérêts par exemple, entre un grand pays européen comme l'Italie et les États-Unis. C'est parfaitement normal. Ce qui est certain, c'est que la situation des finances publiques italiennes, avec une dette publique qui est plus élevée encore que la dette de la France, et ça c'est évidemment pas du fait de Giorgia Meloni, ça l'oblige à composer, notamment avec les institutions européennes, à essayer d'obtenir le maximum, à récupérer le maximum de l'argent qui a été versé par les Italiens pendant des décennies aux institutions européennes, par exemple. Donc quand on est au pouvoir, on est obligé de faire des choix et de faire des priorités. Et par conséquent, quand on agit dans un domaine, on ne peut pas forcément agir au même moment, concomitamment, dans tous les autres domaines. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. On est pragmatique quand on est au pouvoir. Mais Giorgia Meloni, elle tient le cap de ses engagements, de ses convictions. Elle soutient les familles, elle est en train de prendre des mesures sociales et fiscales en faveur des familles. Elle a interdit la GPA sur le territoire italien, enfin dans la loi italienne et même dans la Constitution. Elle veut protéger l'Europe de l'immigration. Malheureusement, c'est Macron. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué. On voit bien justement les chiffres des immigrés arrivés sur le sol italien. Il y a eu beaucoup de régularisation. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que l'Italie est un pays de passage. La France est un pays de destination, ce qui change radicalement les choses. Les flux migratoires du sud vers le nord arrivent par les Salapagnes, arrivent par l'Italie, arrivent par la Grèce ou par la route des Balkans, mais l'Italie
parce qu'il n'y a pas le droit du sol, parce qu'il n'y a pas d'aides et d'avantages sociaux comme il en existe par exemple en France ou en Belgique, eh bien, est un pays de passage. Il y a très peu d'immigration qui reste. Par ailleurs, l'Italie est dans une situation différente de la France parce qu'elle a une situation démographique, enfin une natalité très basse, très faible. Du coup, le résultat, c'est qu'il y a une partie de l'économie italienne qui, aujourd'hui, considère qu'elle a besoin d'une main-d'œuvre d'immigration légale. Et d'ailleurs, Giorgia Meloni est la première à déplorer cette situation et à vouloir mettre l'Italie sur les rails d'une hausse de la natalité pour ne plus avoir cette dépendance, en quelque sorte, à l'égard de l'immigration légale. Mais quand Giorgia Meloni dit « moi, je ne veux pas que l'Ocean Viking arrive en Italie et que je ferme les ports italiens pour pas qu'ils puissent être accueillis, eh bien, et en faisant ça, je protège et je défends toute l'Europe, au même moment, on a Macron qui accepte d'accueillir l'Ocean Viking et ses 230 clandestins à Toulon. Le drame, c'est qu'un pays comme la France, avec le droit du sol, avec les aides et les avantages sociaux, eh bien, finalement, on agrège le pire de l'immigration, ceux qui veulent travailler en Allemagne, ceux qui sont anglophones et veulent créer des entreprises ou travailler vont au Royaume-Uni, et ceux qui veulent vivre des avantages sociaux et plomber nos comptes publics, ils viennent en France. Donc, on aurait intérêt, évidemment, à nouer ce que Macron n'a pas voulu faire jusqu'à présent, un vrai partenariat avec l'Italie qui a une approche pragmatique pour protéger nos frontières. Protéger nos frontières, c'est quoi? C'est 3 étages, en quelque sorte. Être capable de rétablir des contrôles aux frontières nationales quand c'est nécessaire, être capable de protéger nos frontières extérieures, ce qui nécessite des coopérations avec les pays qui sont en première ligne, en leur donnant des moyens, un blocus naval, c'est ce qu'a proposé Giorgia Meloni. Vous parlez de ces pays, vous parlez de quel pays? Je pense à l'Italie, à la Grèce et à un certain nombre de pays des Balkans. Quand Viktor Orban, par exemple, veut protéger la frontière extérieure Schengen, c'est à la frontière entre la Hongrie et la Serbie, eh bien la Commission européenne lui charge les poux pour l'empêcher de le faire. Voilà, on voit bien qu'il y a dans les institutions européennes une incohérence totale. On a fait Schengen en disant on abat les frontières nationales en quelque sorte, ou en tout cas on supprime les contrôles automatiques aux frontières nationales, mais on va mettre en place des protections à l'échelle continentale. Et aujourd'hui, quand vous avez 17 ministres de l'Intérieur sur 27 qui disent à la Commission européenne il est temps de payer, de mettre de l'argent pour mettre en place des vraies protections de nos frontières extérieures, la Commission européenne refuse. Et j'ajouterais que ce qu'a fait Giorgia Meloni, c'est aussi de rétablir des partenariats politiques, diplomatiques avec des pays comme la Tunisie ou comme l'Albanie, et on peut le faire demain avec des pays comme l'Égypte, pour aider ces pays à maîtriser les flux de l'Afrique subsaharienne vers cette ceinture de pays de la rive sud de la Méditerranée, en Tunisie, au Maroc, en Libye ou en Égypte. Parce qu'à chaque fois qu'on sera capable d'arrêter les flux en amont, eh bien on n'aura pas besoin de les traiter à l'arrivée sur le sol européen. Et on pourrait d'ailleurs faire en sorte que les demandes d'entrée sur le territoire européen, dans un des États membres de l'Union européenne, se fassent avec des hotspots dans ces pays-là. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de réel politique, c'est le terme que vous avez employé. Est-ce que, à l'heure actuelle, vos propositions sont réalistes? Est-ce que c'est possible de le faire avec la juridiction actuelle de l'Union européenne? Je rappelle quand même que dans les traités européens, il y a inscrit qu'une personne qui est présente sur le sol européen doit pouvoir circuler librement sur tout le sol de l'Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'appliquer votre politique sans sortir des traités européens? Les traités, ils disent quand même que le contrôle des frontières, c'est une compétence exclusive des États membres. N'oublions pas, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, c'est une compétence régalienne des États membres. Mais vous faites peut-être référence à la jurisprudence des juridictions, Cour de justice de l'Union européenne et Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, il faut clairement dire qu'on doit se défaire de ces jurisprudences, des juges qui n'ont aucune légitimité dans des institutions européennes qui veulent modifier par des décisions de justice les choix politiques démocratiques ou les lois des États membres. Ça n'est pas possible, c'est pas acceptable. Vous savez qu'il n'y a aucun texte européen, aucune réglementation européenne qui impose de laisser circuler des clandestins en Europe. Non. Donc là, j'ai retrouvé les articles précis. Donc dans l'article 67, il est inscrit que l'Union européenne assure l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures. Et l'article 77 ajoute que l'Union développe une politique visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures. Ça, c'est les dispositions des accords de Schengen. Depuis 1996, c'est-à-dire on a aboli les contrôles systématiques aux frontières nationales qu'on peut établir de manière ponctuelle dans certaines circonstances. On l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, on a établi toutes les frontières nationales. Donc quand on nous dit que c'est pas possible, si, bien sûr que c'est parfaitement possible. Mais les accords de Schengen prévoient de ne le faire que de manière ponctuelle, pour une durée de 2 mois renouvelable de mémoire. Bon. Mais normalement, la contrepartie de cela, c'est évidemment la protection des frontières extérieures. Voilà. Et avec en effet, normalement, parce qu'il y a une libre circulation
intra-européenne, eh bien, il faut évidemment une politique commune d'asile. Voilà. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a une politique d'asile qui est du grand n'importe quoi. C'est le laxisme généralisé, c'est-à-dire que le droit d'asile, qui est une belle idée d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est persécuté parce qu'il est un intellectuel dans son pays, parce il dit un certain nombre de vérités, qu'il soit accueilli dans un pays sûr, c'est un beau principe. Mais aujourd'hui, le droit d'asile, il est utilisé par des gens qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, avec des associations qui sont financées par l'argent public pour les aider à contourner les règles et à s'installer durablement dans nos pays européens. Voilà, donc c'est à ça qu'il faut mettre fin. Le droit d'asile, ça doit concerner quelques dizaines, quelques centaines de personnes par an. Voilà, ça ne doit pas concerner des centaines de milliers. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on est à peu près à 140 000 personnes qui entrent illégalement ou qui parfois entrent légalement en demandant l'asile en Europe. Les 2 tiers ne sont pas éligibles au droit d'asile, mais finalement, il y en a moins de 10% en France qui sont réellement expulsés. On ne doit pas accepter que des gens qui viennent, pour des raisons diverses d'ailleurs, la plupart ne fuient pas la guerre, la plupart ne sont pas persécutés à titre personnel en raison de leur opinion philosophique ou religieuse. La plupart d'entre eux, ils viennent parce qu'ils fuient des situations économiques difficiles, des situations climatiques difficiles, tout ça peut s'entendre. Mais si on commence à accepter sur ces critères-là l'immigration clandestine, ils vont arriver non plus par millions comme c'est le cas aujourd'hui, mais par dizaines ou par centaines de millions. Donc c'est évidemment pas un modèle qui est l'argument viable. qu'on entend à gauche, c'est qu'il faut accueillir par humanisme. Ces gens-là, ils fuient la guerre, ils n'ont pas d'autre choix que de fuir leur pays. Et donc vous leur répondez, justement, selon ce que vous venez de me dire, que on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en bref. La gauche dit toujours n'importe quoi sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'elle explique en permanence que n'importe quel migrant qui vient en Europe fuit la guerre. C'est faux d'abord, c'est faux. Ensuite, il y a 260 millions de personnes qui habitent dans des pays en guerre. Est-ce qu'on accepte du coup que ces 260 millions de personnes puissent potentiellement venir en Europe? Évidemment pas, donc ça n'a aucun sens. Il y a évidemment des milliards d'hommes et de femmes dans le monde qui vivent dans des pays économiquement faibles, où il y a de la malnutrition, il y a de la famine, etc. Et tout ça, évidemment, très triste. Et d'ailleurs, allons au bout de la logique. Si on était à la place de ces gens-là, peut-être qu'on aurait l'idée d'aller en Europe. Parce qu'on se dit, finalement, il y a un Eldorado européen. Mais est-ce que c'est réellement aider ces pays et permettre leur développement que de faire venir parfois ce qui sont leurs forces vives, parce que finalement, c'est ceux qui viennent souvent en Europe, eh bien, finalement, c'est ceux qui ont les moyens, ne serait-ce que de se payer le voyage pour venir en Europe, de payer des mafias de passeurs qui gagnent beaucoup, parce qu'en réalité, il y a toute une économie de l'immigration clandestine. Pourquoi on a des morts en Méditerranée? Pourquoi la Méditerranée est devenue un cimetière? Eh bien, parce que vous avez les institutions européennes, un certain nombre de gouvernements complètement irresponsables qui disent venez en Europe parce que finalement on vous accueillera, et des mafias qui gagnent beaucoup d'argent en mettant ces migrants sur des embarcations au péril de leur vie. Et donc il faut mettre fin à ce laxisme parce que évidemment ce laxisme il a un coût pour nos finances publiques exorbitant, il a un coût économique exorbitant, et parce que l'immigration qui vient en Europe, elle vient principalement du monde arabo-musulman, d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, eh bien, c'est aussi une menace pour notre identité. L'histoire du continent européen, c'est une confrontation permanente entre l'Europe, ses valeurs, les valeurs de la démocratie romaine, les valeurs de la philosophie grecque, les valeurs du christianisme, les valeurs des Lumières, et le monde arabo-musulman qui défend un autre modèle, pas seulement culturel, qui défend un autre système de valeurs. Dans l'islam, vous avez la charia qui définit les règles de fonctionnement de la société, qui définit les relations entre les individus. C'est en quelque sorte un code civil et un code pénal. Et ça n'est pas compatible. Ça n'est compatible ni avec nos lois, avec nos lois républicaines, et ça n'est pas compatible avec notre civilisation. Il est évident que lorsque la France a subi des vagues d'immigration espagnole, italienne ou polonaise dans son histoire, ça a pu susciter ça et là des petites confrontations, mais elles étaient mineures parce que ce sont des peuples avec lesquels nous partageons un socle historique, culturel, civilisationnel commun. Éric Zemmour ou Marion Maréchal? Éric Zemmour et Marion Maréchal. Union européenne ou Frexit? Union européenne, mais différente. Maroc ou Algérie? Maroc. Europe laïque ou Europe chrétienne? Les deux, parce que la laïcité a été inventée par le christianisme. Bardella ou Glucksmann? Bardella. Aya Nakamura ou Edith Piaf? Edith Piaf.
Mariage gay autorisé ou interdit? Plutôt une union civile, Mort ou détention du roi? ni l'un ni l'autre. Progressisme ou conservatisme? Conservatisme, Mariage à l'église ou à la mairie? les deux. Raymond Aron ou Jean-Paul Sartre? Raymond Aron. Parlement européen ou Assemblée nationale? Les deux, ça, c'est pas incompatible. Ukraine ou Russie? Aujourd'hui, l'Ukraine est attaquée, donc notre devoir, c'est la solidarité avec les Ukrainiens. États-Unis ou Russie? États-Unis, mais incontestablement, on doit, dans le futur, faire en sorte que nos relations avec la Russie soient apaisées, peut-être avec une Russie différente, peut-être avec un régime différent, mais ça doit rester un objectif. Rassemblement national ou reconquête? Reconquête. La Grèce a dernièrement légalisé le mariage homosexuel sur son sol. C'est une mesure qui progresse dans beaucoup de pays dans le monde et notamment en Europe. À gauche, on veut généraliser ce droit à l'ensemble de l'Union européenne. Est-ce que vous approuvez ou est-ce qu'au contraire vous désapprouvez complètement? Je le désapprouve parce que la gauche a raison, de son point de vue à elle, de célébrer ça comme une victoire. Parce qu'en fait, c'est une victoire de la gauche. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est la fausse droite qui cède à ces revendications dites progressistes qui viennent de la gauche. Moi, je respecte totalement les libertés individuelles de chacun. Chacun a le droit de vivre sa sexualité comme il l'entend. Mais on oublie une chose simple, c'est que le mariage est une institution sociale. Je ne parle même pas de la dimension religieuse qui est importante pour certains, mais en tant qu'institution sociale, qui a un objectif précis, c'est de veiller à la stabilité du foyer familial pour accueillir des enfants. Le couple de même sexe, c'est-à-dire le couple homosexuel, il est infertile par nature. Donc il n'y a pas du tout cette dimension de l'accueil des enfants. Et par conséquent, il n'y a aucune raison qu'une institution qui est faite pour la stabilité du foyer et pour protéger les droits de l'enfant leur soit accordée. Qu'il y ait des dispositions comme le PACS, il y a des dispositions sociales et fiscales qui leur donnent des droits qui sont assez similaires à ceux des personnes mariées, ça ne me pose pas de difficulté. Mais en leur accordant le mariage, on dévoie une institution qu'on détourne de sa mission. Alors aujourd'hui, on peut vous dire que les couples homosexuels, ils peuvent adopter. Est-ce que c'est pas aussi une manière d'accueillir des enfants? Je pense que l'altérité homme-femme, c'est-à-dire avoir un père et une mère, ça fait partie des droits fondamentaux de l'enfant. Moi, je ferai toujours passer les droits fondamentaux d'un enfant avant les caprices des adultes. Voilà. Qu'il y ait des personnes... Ça pénaliserait un enfant d'avoir deux pères ou deux mères plutôt qu'un père et une mère? Quand on écoute tous les grands spécialistes des questions d'éducation, tout le monde reconnaît que l'idéal, encore une fois, les drames de la vie, les accidents de la vie, les séparations, les décès, aboutissent à ce que certains enfants ne puissent pas avoir la chance d'avoir un père et une mère dans la construction de leur personnalité, dans leur petite enfance, leur enfance ou leur adolescence. Mais l'idéal, c'est qu'ils puissent se construire dans cette altérité homme-femme. Et le retirer à un enfant simplement pour satisfaire les desiderata d'adultes, de couples qui, par nature, ne sont pas fertiles, eh bien, ça me semble attentatoire aux droits fondamentaux des enfants. Ça me permet de faire une petite analogie. On a vu la gauche célébrer la constitutionnalisation de l'IVG. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. On est le seul pays au monde, d'ailleurs, à avoir mis l'IVG dans notre Constitution. La gauche le célèbre, et c'est pas étonnant que la gauche le célèbre. Vous désapprouvez? Oui, je le désapprouve parce qu'on oublie de dire une chose qui est pourtant évidente, c'est que c'est toujours un drame, c'est toujours une tragédie. Et en fait, dans l'esprit originel de la loi Veil de 1975, il y avait un principe qui était le respect de la vie dès la conception, et une exception qui a été étendue depuis, mais qui était assez restrictive à l'époque, c'est la possibilité de recourir à l'IVG. En le mettant dans la Constitution, on fait un basculement anthropologique, c'est-à-dire qu'on fait de l'exception la règle, la norme qu'on promeut. Or, c'est toujours un drame. Donc, le promouvoir comme un pilier de la société, c'est une absurdité. Et le grand échec, d'ailleurs, de la législation sur l'avortement, c'est qu'en réalité, en 1975, il y avait 200 000 avortements par an, et 50 ans plus tard, alors qu'on fait des campagnes de prévention, que l'accès à la contraception a été considérablement facilité, démocratisé, gratuit ou quasi gratuit, eh bien on a toujours 200 000 IVG par an. Donc c'est avant tout un échec législatif et, n'oublions pas, toujours un drame humain pour les personnes concernées.
En 2017, quand vous étiez au Front National, vous disiez qu'en cas de victoire, vous abrogeriez cette loi du mariage pour tous. Contrairement à Nicolas Sarkozy qui a renié ses promesses de campagne, nous, en 2017, le Front National abrogera la loi Taubira. Est-ce que vous avez changé d'avis et est-ce que Reconquête remplit mieux vos attentes sur ce point précis? Oui, Reconquête défend la même position que la position qui a toujours été la mienne. C'est pas moi qui ai changé, c'est le Rassemblement National qui a changé là-dessus, comme sur beaucoup de sujets. C'est pour ça que vous avez quitté le Rassemblement National? C'est pas que pour ça, mais oui, j'ai pu constater et déplorer des renoncements successifs dans beaucoup de domaines. En réalité, sur l'immigration, sur l'islam, en effet, sur ces questions de société qui sont plus importantes qu'on ne le dit. Est-ce que le RN se gauchise? Sur l'économie, il n'y a pas trop de doute. Ils ont une ligne plutôt étatiste. Voilà, je le dis sans polémique, mais c'est une réalité. Ils défendent les 35 heures, la retraite à 60 ans, un niveau de fiscalité élevé. J'entendais pas plus tard qu'il y a quelques jours leur député, M. Tanguy, défendre la création de taxes supplémentaires, taxes sur la grande distribution, taxes sur les superprofits. Moi, je pense qu'il faut baisser les taxes et les impôts en France. Que la France, elle crève des taxes et des impôts. Que les ménages et les entreprises françaises crèvent de cette surfiscalité et de la bureaucratie. Voilà, donc on a des visions différentes. Voilà, je le constate. Eux-mêmes disent d'ailleurs qu'ils ne sont pas de droite. J'en prends acte. C'est pas une polémique de dire qu'ils ne sont pas de droite, puisque eux-mêmes le revendiquent et l'assument. Voilà, donc moi je suis de droite. Je me considère, moi si j'ai rejoint Éric Zemmour, si je mène le combat aujourd'hui avec Marion Maréchal, c'est que je suis de droite. Je suis de droite sur ces questions de société et je suis de droite sur les questions économiques et sur la défense de notre identité de civilisation. Et alors sur le mariage pour tous alors? Écoutez, on l'a dit clairement, nous sommes opposés à la GPA, opposés à la PMA sans père, et Éric Zemmour l'a dit pour la présidentielle. L'instauration de la loi Taubira sur le mariage pour tous était une faute politique. Oui, c'est la fléchette. On est dans les eaux territoriales allemandes. Voilà. Alors récemment en Allemagne, il y a des réunions secrètes qui s'est tenue entre le Parti national conservateur allemand. Dans cette réunion, on a parlé d'un projet d'expulsion de 2 millions d'Allemands qui seraient non assimilés. On sait que ce parti est allié au Rassemblement national au Parlement européen. Est-ce que vous déplorez cet événement ou est-ce que au contraire c'est un projet que vous approuvez? Quel type de projet vous aimeriez mener avec Reconquête pour parler de rémigration? Nous, très clairement, nos alliés, ils sont au sein du groupe des conservateurs et réformistes européens. J'en fais partie au Parlement européen. Il y a 17 nationalités, des partis et des députés de 17 pays différents, dont 4 sont au pouvoir, en Suède, en Finlande, en Italie et en République tchèque. Le Rassemblement national aujourd'hui est allié de l'AfD. On n'a pas le même projet politique. L'AfD défend la sortie ou défendait, je ne sais pas ce qu'ils défendent aujourd'hui exactement, mais une sortie plus récente de l'Union européenne, ce n'est pas notre position. Et puis j'ai entendu parler de cette réunion, mais c'était difficile de comprendre exactement quelle était leur position. J'ai cru comprendre qu'ils voulaient mettre en cause des nationalités acquises en Allemagne. Bon, ça ne correspond pas à notre projet. Notre projet, il est très simple. Il faut, 1, arrêter l'immigration, 2, organiser l'expulsion de tous ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays. Alors, lesquels et comment? C'est les clandestins, il y en a des centaines de milliers en France métropolitaine et en Outre-mer. Ils doivent être expulsés. C'est ensuite les étrangers délinquants et criminels. Il y en a des milliers, des gens qui bénéficient de la générosité de la France, qui ont un titre de séjour. Ils sont entrés légalement. Ils ont un titre de séjour par décision administrative de la France, qui leur accorde la possibilité d'être sur le territoire national pour 1 an, pour 5 ans, pour 10 ans. Comment ils nous remercient? En commettant des délits ou des crimes dans notre pays. Nous, ce que nous disons, c'est que dans ces cas-là, automatiquement, par une simple décision administrative, on doit leur retirer leur titre de séjour et les expulser. Ensuite, on a 4000 fichiers pour radicalisation, dans les fichiers de la police, mais en lien avec la mouvance islamiste, qui sont de nationalité étrangère, eux aussi, avec un titre de séjour. Le principe de précaution le plus élémentaire pour protéger la population française, c'est évidemment de leur retirer leur titre de séjour et de les expulser. Voilà. Et enfin, ce que nous disons aussi, c'est quand vous avez des gens qui sont entrés, là encore, légalement, qui ont un titre de séjour, mais qui n'ont pas de travail, vivent au crochet de la France, ils n'ont pas vocation à rester en France. Et ça, ce sont des mesures simples qui existent dans plein de pays partout dans le monde. Donc quand on parle de remigration, c'est de cela dont on parle, de personnes qui sont étrangères, et qui, pour différentes raisons, n'ont aucune raison de rester en France. Qu'est-ce que vous proposeriez à l'échelle européenne sur la rémigration des clandestins notamment? Je pense qu'il faut faciliter les expulsions, les procédures, faire des coopérations européennes, faire en sorte qu'ils ne puissent pas circuler facilement entre les pays européens. Il faudrait à minima réformer Schengen pour que Schengen permette la libre circulation des ressortissants des pays européens, mais pas
mais pas la libre circulation d'étrangers, a fortiori lorsqu'ils sont entrés ou qui se maintiennent illégalement. Donc en fait, il faut des coopérations européennes pour renforcer les procédures de protection de nos frontières et les procédures d'expulsion de ceux qui n'ont rien à faire chez nous. Mais alors ceux qui sont rentrés, qui sont arrivés donc en Italie, en Espagne, dans les Balkans, vous voudriez que ces clandestins-là ne puissent plus circuler vers l'Europe de l'Ouest, donc là on pense surtout à la France, à l'Allemagne, etc. Mais ça veut dire qu'on ne coopérait pas avec les pays qui ont accueilli tous ces clandestins. On les laisse en bref avec une masse de clandestins, ce qui est contre la politique de répartition des migrants Oui. dans l'Union européenne. Alors, Non, on est complètement contre la répartition. La répartition, c'est en fait alimenter sans fin la pompe aspirante de l'immigration. Si vous organisez la répartition, c'est exactement le projet d'Ursula von der Leyen et d'Emmanuel Macron. Et on va avoir un vote d'ailleurs dans quelques jours au Parlement européen là-dessus. Ils veulent organiser la répartition des clandestins avec des amendes à payer 20 000 € par clandestin refusé pour les payer récalcitrants. C'est absolument scandaleux de faire ça. Pourquoi? Parce que si on fait ça, eh bien, d'abord, on installe dans l'esprit de ces clandestins la certitude, finalement, puisqu'ils sont répartis en Europe, d'y rester durablement. Et évidemment, on va inciter encore plus de clandestins à tenter de venir en Europe. Donc, ce qu'il faut, c'est jouer la solidarité avec les pays qui subissent cette immigration. Il faut être clair, quand ils sont clandestins, les pays dans lesquels ils sont arrivés, les pays de première arrivée, ne les ont pas accueillis. Ils subissent cette situation. L'Italie de Giorgia Meloni, aujourd'hui, elle subit l'immigration clandestine. Sur l'île de Lampedusa, qui est au large de Malte, qui est l'île la plus proche, un territoire européen le plus proche des rives sud de la Méditerranée, eh bien, l'Italie subit de plein fouet l'arrivée de clandestins. Et donc, la solidarité européenne, ça ne doit pas consister à les répartir quelque part en Europe, parce qu'à ce moment-là, on va augmenter encore les flux migratoires, parce que ce sera évidemment des mesures incitatives. Il faut jouer la solidarité. La solidarité, c'est aider ces pays qui sont en première ligne à protéger leurs frontières extérieures, et deux, organiser avec eux l'expulsion immédiate de ceux qui seront passés entre les mailles du filet, pour dire simplement, qui auront réussi à mettre le pied sur le sol européen. Voilà. Et si on fait ça, on peut tarir les flux migratoires. Parce qu'à ce moment-là, celui qui serait tenté par la traversée, tenté de venir en Europe, s'il se dit que ça va lui coûter très cher, qu'il risque sa vie entre les mains de mafias et de passeurs, qui commettent des abominations d'ailleurs, hein, sur ces migrants, et qu'en plus il a la certitude absolue non pas d'être régularisé ou d'être réparti, comme c'est le cas aujourd'hui, mais d'être expulsé, eh bien, il ne tentera plus. Ce que nous défendons, c'est la solidarité pour la préservation de l'identité européenne. En fait, ce que font tous les pays dans le monde. Tous les pays dans le monde défendent ce qu'ils sont, défendent leur identité et défendent leur capacité à contrôler qui entre sur leur territoire. C'est évidemment normal et naturel. Et donc, la solidarité européenne, elle doit jouer. Moi, je me sens totalement solidaire des Italiens de Lampedusa, des Grecs, des îles de Lesbos, etc., qui subissent de plein fouet cette immigration clandestine. Match. Passe. Match. Passe. Ni l'un ni l'autre. Plutôt match. Passe. Match, il a ses défauts, mais match quand même. Match quand même. On a des divergences, on les assume. Et... Passe. Match. Ni l'un ni l'autre, mais on est solidaire des Ukrainiens. Passe. Ouais, on va aller un peu en Europe du Nord. La Suède. Au Parlement européen, il y a une exposition qui a provoqué la colère à droite. Le Christ, en militant LGBT racisé, voilà, cet étalage d'obscénité est absolument honteux, scandaleux. La députée qui a installé cette exposition, elle s'appelle Malin Björk, c'est une députée communiste suédoise qui siège au groupe communiste au Parlement européen et qui est une militante LGBT revendiquée. Donc en réalité, c'est un acte politique qu'elle a fait. Elle a fait un acte politique dans une même exposition, en méprisant et en insultant le christianisme, en faisant valoir des revendications LGBT et pro-immigrationnistes. Bon, moi, qu'elle défende toutes ces idées-là, je l'admets parfaitement, et de la même manière qu'elle a le droit d'exprimer ces opinions-là, j'ai le droit de les combattre.
Ce que j'accepte pas, c'est qu'elle utilise le Parlement européen, qui est une institution démocratique, pour en être le support. Elle doit le faire en tant que députée. Elle ne doit pas le faire au nom de l'institution. Voilà. Moi, quand je défends mes idées, je le fais en tant que député européen, élu par les Français. Je ne le fais pas au nom du Parlement européen. Est-ce que la raison de cette indignation, elle est due à votre foi, ou alors est-ce que c'est une raison qui est plus générale? C'est une raison plus générale parce qu'elle heurte évidemment les chrétiens dans leur foi. Et moi, je suis chrétien, donc ça me heurte. Mais moi, j'accepte toutes les opinions. Moi, je considère que critiquer une religion, c'est comme critiquer une opinion philosophique, politique, c'est parfaitement acceptable. Moi, je suis attaché à la liberté intellectuelle, à la liberté d'expression. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des adversaires qui ont des idées radicalement différentes des miennes dans le domaine politique, mais aussi, évidemment, en matière religieuse. Toutes les opinions sont libres. Mais est-ce que c'est le rôle du Parlement européen sur argent public d'exprimer de cette manière-là de l'hostilité, du mépris à l'égard de la religion dominante en Europe? Je ne le crois pas. En fait, quand on critique le christianisme et qu'on manifeste du mépris à l'égard de la figure du Christ, en fait, on n'insulte pas simplement les chrétiens. On n'insulte pas simplement les gens qui vont à la messe le dimanche. On insulte en réalité tous les Européens et tous les chrétiens dans le monde. D'une manière générale, mais en fait, je pense qu'il y a une petite confusion. C'est-à-dire qu'on fait comme si le christianisme, c'était simplement une affaire de conviction individuelle de chacun. Ça n'est pas que ça, c'est notre identité. La République est laïque, mais la France est chrétienne, comme d'ailleurs la plupart même la totalité des autres pays européens. C'est notre histoire. Qu'on soit croyant ou non, on est un pays qui a été imprégné par le christianisme, dont l'histoire, la culture, la littérature, les arts, l'architecture ont été imprégnés et construits par le christianisme. On a eu la Grèce antique, avec la philosophie grecque, on a eu ensuite l'Empire romain, qui nous a légué le droit romain et la démocratie, et ensuite, dès le 5e siècle, c'est le christianisme qui a pris le relais, en quelque sorte, et qui a façonné ce que nous sommes, qui a façonné notre identité. Et donc, ça, c'est une réalité qui s'impose à tous, qu'on soit croyant ou non croyant. La gauche considère la laïcité comme le refus absolu de toute expression religieuse dans l'espace public. Mais la laïcité, c'est pas ça. La vraie laïcité, c'est la neutralité philosophique et religieuse de nos institutions. La distinction entre le temporel et le spirituel, qui est un principe religieux, qui est un principe chrétien, qui est dans les évangiles. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Eh bien, c'est un bon principe, mais ça consiste pas à mettre toutes les religions sur un pied d'égalité. Vous ne mettez pas sur un pied d'égalité une religion qui a façonné entièrement notre pays, notre histoire et notre culture pendant 15 siècles, et une religion, par exemple, comme l'islam, qui est arrivée il y a quelques décennies à peine, et souvent portée par des populations qui nous manifestent sur notre propre sol de l'hostilité. Quand vous allez en terre d'islam, ils ne mettent pas sur un pied d'égalité l'islam et le christianisme. Eh bien, en Europe, on serait bien inspiré, pour ceux qui ont un doute en tout cas, d'accepter pleinement notre identité. Voilà. Et l'avantage du christianisme, c'est qu'il est naturellement universel, et donc il nous porte naturellement à l'ouverture à d'autres cultures. D'ailleurs, c'est une des grandes... Pourquoi la civilisation européenne a rayonné à travers le monde, beaucoup plus que d'autres? Précisément parce que, imprégnée par la chrétienté, elle avait une capacité aussi à comprendre le monde. L'Europe n'aurait pas été chrétienne, sans doute qu'elle n'aurait pas du tout rayonné économiquement, culturellement, linguistiquement et spirituellement partout sur la planète. On pourrait aussi vous rétorquer à ça qu'il y a beaucoup de grands penseurs, de grands scientifiques qui n'étaient absolument pas chrétiens. Est-ce qu'on peut remettre sur le dos de la chrétienté toute la réussite de l'Occident et de l'Europe? Non, bien sûr que non. Encore une fois, moi j'ai été le premier à vous dire qu'on a un héritage qui s'est construit principalement, pas exclusivement d'ailleurs, hein, si on veut, la Grèce antique, la Rome antique, la chrétienté, les Lumières, et puis il y a eu des apports germains, etc. Voilà, c'est la particularité de notre civilisation européenne. Mais moi je ne considère pas qu'il y aurait une hiérarchie des civilisations. Je dis simplement que les civilisations sont différentes.
Voilà, parce que, évidemment, on peut considérer que la civilisation européenne est la plus belle que la Terre ait portée, mais on le fait avec nos critères à nous, qui sont nos critères européens, occidentaux, imprégnés d'ailleurs de culture chrétienne. Mais moi, j'accepte parfaitement que les représentants d'autres civilisations considèrent que la leur serait la meilleure. Ce n'est pas grave, je pense on peut tous être fiers de notre identité, mais c'est important qu'on arrête l'espèce d'autoflagellation permanente qui consiste à oublier ou minimiser les parts les plus glorieuses de notre histoire et à souligner en permanence, disons, les périodes les plus sombres ou les plus contestées. Vous ne considérez pas aujourd'hui que la France moderne, elle s'est quand même construite sur cette base de laïcité? Oui, mais moi, je ne considère pas que la France est née en 1789. Je considère que la République, c'est la forme actuelle du régime qui me convient, que je ne remets pas en question, et qui fait de manière assez forte et exacerbée. On ne peut pas dire que la terreur révolutionnaire, ça a été un grand progrès quand même. Donc ça s'est fait dans la violence et la brutalité, mais aujourd'hui, on a de manière apaisée une distinction claire entre le temporel et le spirituel, avec une république qui est laïque. Des institutions républicaines qui sont laïques. Moi, ça me convient très bien. Mais encore une fois, ça ne change rien à une autre réalité, c'est que nous sommes un pays dont l'identité et la culture sont chrétiennes.